Est-ce que tu sais ce que c'est ça? Eh oui, t'avais reconnu la Terre du Milieu. Et ça? Ah, peut-être plus difficile, mais je pense que la majorité d'entre vous ont reconnu Westeros. Et par contre, si je vous montre ça, et là, tout de suite, je pense que ça vous parle forcément un peu moins. Donc voilà, d'un côté, on a Westeros, par exemple, et de l'autre, on a... Oula, c'est très très compliqué de définir le nom de l'univers de The Witcher, donc on va juste dire qu'on a l'univers de The Witcher. Donc deux continents imaginaires d'un univers d'heroic fantasy, mais il y en a un des deux que nous ne pouvons pas vraiment connaître en regardant uniquement la série. Et à l'inverse, l'autre on le connaît finalement vraiment très bien. Et si on le connaît si bien que ça, Westeros, c'est principalement grâce à ça. Je fais le générique pour pas me faire avoir avec les histoires de droit. Donc oui, ce générique. Alors on pourrait croire que dans une série, un générique, ça sert pas à grand chose. D'ailleurs, ça sert tellement à rien apparemment que sur Netflix, ils nous demandent systématiquement si on veut le passer par exemple. Et ça, c'est quand il y a encore des génériques, parce que maintenant j'ai l'impression que la majorité des séries Netflix n'ont même plus de générique de début. Et c'est d'ailleurs le cas de The Witcher qui n'a pas du tout de générique, qui a juste un espèce de petit moment où il y a marqué The Witcher. Parce que bon, normalement un générique, ça sert à nous présenter les gens qui ont collaboré pour réussir à créer la série qu'on est en train de regarder. Donc les acteurs, les techniciens, voilà, c'est un peu l'ours dans un journal, et c'est le générique dans une série. Mais avant, c'était aussi une vitrine pour le public. Et oui, parce qu'à une époque lointaine où on zappait de chaîne en chaîne, tous les programmes commençaient plus ou moins à la même heure, au même moment. Et donc au moment où un programme débutait, on zappait et on tombait sur le générique des différents programmes qui allaient commencer au même moment. Donc les génériques de série se devaient d'être accrocheurs, de présenter les meilleurs moments de la série, et de réussir un peu à condenser tout ce que la série pourrait nous proposer en quelques secondes, avec donc une musique ultra rythmée, des acteurs qui sourient à la caméra, bref, vous connaissez les vieux génériques de série. Moi honnêtement, je suis assez nostalgique de cette époque-là, je les aimais tous beaucoup. Ils étaient là pour nous donner envie de nous dire « Ah mais ça a l'air cool ce truc, je vais continuer de regarder ». Évidemment, maintenant, on a changé d'époque. Et oui, ça marchait pour les séries à l'ancienne, on pouvait regarder des épisodes dans le désordre, où chaque épisode était une petite aventure. Mais c'est sûr qu'avec les séries modernes, ça a un peu changé la donne. Parce que finalement, dès qu'on a commencé à avoir des séries vraiment engageantes, haletantes, avec des cliffhangers à la fin de chaque épisode qui nous incitaient directement à regarder la suite, étrangement, les génériques ont commencé à vraiment diminuer. C'est par exemple le cas de Lost, qui a uniquement le nom de la série qui apparaît, ou de 24 heures chrono, qui a un générique extrêmement court, qui est calé au début de l'épisode. Qui n'est pas vraiment un générique en fait, c'est juste le titre. Donc il y a vraiment eu une diminution de l'importance du générique au début des années 2000 sur certaines séries. Après, il y a aussi des génériques qui sont utilisés pour instaurer une ambiance. C'est donc le cas du générique des Sopranos, avec Tony Soprano qui rentre chez lui, ça instaure tout de suite une ambiance. Et un des plus marquants récemment, c'est probablement celui de True Detective, qui arrive parfaitement à condenser cet esprit un peu mystique, théologique, d'enquête glauque, dans son générique, avec une incrustation d'images qui est franchement très bien faite, et une musique qui est très intéressante aussi. Donc ça fait partie des meilleurs génériques récents. Ça fait partie de ces génériques où c'est là pour instaurer l'ambiance de la série qu'on va regarder. Évidemment, ce générique est clairement inspiré du générique de Seven de David Fincher, qui est un des génériques les plus marquants de ces 30 dernières années. Mais c'est pas une vidéo sur les génériques, donc voilà, on va arrêter de parler des génériques, on va se concentrer sur celui de Game of Thrones rapidement. Donc c'est une carte, c'est la carte de Westeros, vous la connaissez, on la survole, on va survoler plusieurs villes, dans laquelle on va même rentrer, les villes vont nous présenter quelques monuments emblématiques, donc on va à la fois connaître leur position sur la carte et le design global de ces villes. Et la grosse particularité de ce générique, c'est qu'il n'est pas identique d'épisode en épisode. Quand une ville va être introduite dans l'épisode qui vient, elle est également présentée et introduite dans le générique. Et ça, personnellement, je trouve que c'est une idée de génie. Tout ça, pas juste le fait qu'ils ajoutent les villes, mais l'idée globale du générique est géniale. Parce que c'est vraiment important d'avoir compris qu'un univers d'heroic fantasy existerait dans la tête du spectateur par le biais d'une carte. Les cartes, finalement, c'est quelque chose d'assez fascinant. Moi, personnellement, j'adore les cartes, et je suis clairement pas le seul. Parce que les cartes, finalement, ça comporte vraiment tout un imaginaire. Ça peut être la recherche d'un trésor, comme dans les films de pirates, genre Pirates des Caraïbes, où ils ont une carte avec un X. Voilà, c'est vraiment cet imaginaire-là. Ça peut être aussi l'aventure, le fait de parcourir des pays, comme dans Indiana Jones, qui passe d'un pays à l'autre, et on a tout ça grâce à une carte qu'on voit évoluer. On peut expliquer l'histoire, on peut expliquer la géopolitique avec des cartes, et il y a d'ailleurs certaines chaînes YouTube qui le font très bien. Une carte, finalement, c'est la manière la plus commune qu'on a de représenter notre monde. Tout le monde sait à quoi ressemble la carte de sa ville, tout le monde sait à quoi ressemble la carte de son pays, et j'espère que tout le monde sait à quoi ressemble la carte du monde. Par exemple, si je vous dis Marseille. Alors, je pense que les gens qui sont déjà allés à Marseille, ils auront peut-être cette image en tête. Sinon, globalement, oui, il y a forcément cette image qui va venir en tête, oui, bon, c'est triste d'avoir cette image en tête quand on pense à Marseille.
et c'est comme ça. C'est triste parce que je suis parisien. Mais je pense que majoritairement, l'image qui va venir aux gens quand on parle de Marseille, bah écoutez, ça va être cette image. Ça va être la position de Marseille, plus ou moins selon les connaissances de chacun, sur la carte de la France. Parce que je pense que quand on pense à une ville, une image qui arrive rapidement, c'est où est cette ville sur la Terre? Où est cette ville? Voilà, c'est la carte qui nous donne la réponse. Pouvoir placer une ville sur une carte, c'est finalement pouvoir s'approprier la ville, pouvoir justement la placer par rapport à nous et créer un pont entre une ville et nous, où on se situe, où la ville se situe, comment y aller, par où y aller, de quelle manière y aller, où aller à partir de cette ville, bref, c'est primordial pour réussir à conceptualiser cette ville. Donc ça permet de comprendre les enjeux de trajet, les oppositions entre les peuples, les différences de culture, bref, tu peux pas comprendre une ville si tu sais pas où elle est. Et dans un univers fictif, donc un univers d'Heroic Fantasy par exemple, nous donner une carte de l'univers, ça fournit un cadre rigoureux qui ancre donc l'univers dans une forme de concret. Et ça nous permet de prendre la mesure de l'échelle du monde en question, de le ramener à notre échelle à nous, de réussir à comparer les choses, à comprendre comment ce monde fonctionne. Sans carte, c'est très compliqué. Parce que finalement, une carte, c'est le mélange du macro et du micro, c'est le mélange de l'homme et du territoire. C'est primordial pour réussir vraiment à s'investir dans un univers. Et c'est ce que Game of Thrones avait compris, et c'est ce qu'il arrive à faire parfaitement avec son générique. Grâce à ce générique, on arrive très bien à situer les villes par rapport aux autres, et surtout, ça nous rappelle perpétuellement quel est l'enjeu de la série. C'est les 7 royaumes. C'est ce territoire-là qui est au cœur du récit, c'est ce territoire-là que les personnages veulent conquérir. Et le générique est vraiment assez bien fait pour réussir à chaque fois qu'il y a une nouvelle ville à nous la rendre marquante, à réussir à l'incarner grâce à des très belles animations qui leur donnent de la personnalité et qui nous permet aussi de les reconnaître la première fois qu'ils apparaissent à l'image en vrai. Et pour le coup, cette histoire de cartes, ça n'a rien de nouveau dans les univers d'Heroic Fantasy, surtout au cinéma. Il n'y a qu'à prendre les 2 trilogies d'Heroic Fantasy de Peter Jackson sur le Seigneur des Anneaux par exemple, donc le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Et ben écoutez, les 2 premiers volets commencent quasiment par une carte. Le Seigneur des Anneaux commence évidemment par ce récit des temps anciens avec la chute de Sauron et tout ça. Mais juste après, on est sur la carte de la Terre du Milieu que Bilbo a dessinée et on prend le temps de l'explorer. Donc tout de suite, on nous présente l'univers avec une carte. Et pareil sur le Hobbit qui pour le coup commence quasiment sur la carte où l'on va découvrir le trajet que les personnages vont effectuer. Alors on part de la comté et on va jusqu'à la montagne solitaire en parcourant la carte. Donc tout de suite, il y a cette volonté de réussir à nous présenter le monde dans lequel va se dérouler l'histoire. Et donc, la série The Witcher. Alors c'est où Sintra? La ville principale qui est vraiment le cœur de la saison, c'est où? Eh ben j'en sais rien. Et c'est où par rapport à Nilfgaard par exemple, ce fameux empire qui veut conquérir le monde là, c'est où? Je sais pas. Et Rosrog, la fameuse ville qui tient le nord, tu vois, donc elle est au nord, mais je sais pas. Et les îles de Skelling, où ils ont une flotte navale, c'est où? Et pareil, on sait rien. Bon bref, vous avez compris quoi, on sait rien, on n'a pas vu une carte de la série. Ah non, je suis mauvaise langue, on voit une carte 5 secondes dans l'épisode 7. Voilà, c'est tout. Donc oui, il n'y a aucune carte qui est montrée dans cette putain de série. Il n'y a pas un moment où on est capable de prendre conscience du territoire en question. Donc on nous cite des villes, on nous les montre, mais ne pas savoir où elles sont les unes par rapport aux autres, ça nous empêche vraiment de faire un lien entre elles. Et donc de comprendre comment ce monde fonctionne. De pouvoir comprendre les distances, de pouvoir comprendre les enjeux géopolitiques, de pouvoir comprendre qu'une ville, si elle tombe, ça veut dire que le territoire s'ouvre à la personne qui la conquiert. À l'inverse, de comprendre que cette ville, c'est le dernier bastion de quelque chose. Bref, on a des noms, on voit des villes, mais si on n'a pas une carte pour nous les présenter, ça sert pas à grand chose. Surtout que ce qui est con, c'est que le monde existe et que tu trouves des cartes de l'univers de The Witcher. Alors si tu vas dans les forums, tu comprends qu'en fait, c'est des cartes qui sont pas extrêmement correctes, il y a des incohérences, des trucs qui ont été faits pour le jeu, enfin bref, c'est un bordel sans nom, je vais pas me plonger là-dedans plus que ça, mais en tout cas, une carte existe. C'est pas très compliqué de nous faire une carte, quoi. Tu tapes The Witcher carte et t'as des cartes, qui sont à peu près toutes similaires. Donc évidemment, je comprends qu'ils aient pas eu envie de faire comme dans Game of Thrones, de faire un générique d'intro où tu verrais la carte, parce qu'évidemment, tout le monde les aurait taxés de repomper Game of Thrones, ça aurait été malvenu, mais il y avait d'autres moyens de te présenter la carte. Donc évidemment, on aurait pu faire comme dans le Seigneur des Anneaux, d'insister sur une carte au début pour vraiment réussir à prendre conscience de l'univers, une carte que les personnages auraient dans leurs mains, manipuleraient. Ça nous aurait potentiellement aidé, oui, c'est un peu la manière la plus paresseuse de le faire, mais pourquoi pas. Sinon, t'es sur Netflix, t'as des options, tu peux par exemple cliquer sur un bouton et avoir une carte qui s'afficherait. Ce serait pas con, au moins on pourrait savoir où on est, réussir à prendre conscience des choses. Mais ils n'ont pas eu cette idée-là en tout cas. Ou on aurait pu, au lieu de nous mettre ces fameux plans d'esta de chaque décor, là où tu as un plan large où tu vois le décor, de temps en temps, ça aurait pu être un plan de la carte pour nous montrer où c'est. Et puis voilà, rien que ça aurait suffi pour moi. Et là, malheureusement, dans The Witcher, on est totalement paumé. Alors je parle même pas de la temporalité, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en tout cas, même géographiquement, il y a vraiment des lacunes. Et je pense que ces lacunes sont dues majoritairement au fait
qui ne présentent pas de carte. Et là, les plus malins d'entre vous vont me dire hop. Et Star Wars, mon gars? Eh ben oui, Star Wars! Star Wars, c'est un univers d'heroic fantasy, et t'as beaucoup de planètes et tout ça, et pourtant, on voit jamais de cartes. Et ça a jamais dérangé personne de pas avoir de cartes dans Star Wars. Alors Star Wars, oui, cas très intéressant. Alors déjà, il existe des cartes de la galaxie Star Wars, mais je dois avouer que c'est totalement imbitable. Enfin, je veux dire, ça représente quelque chose qui n'est pas très compréhensible pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, quoi. Parce qu'évidemment, on est sur une autre échelle, on est sur une galaxie dans l'espace, c'est en 3 dimensions, il n'y a pas un côté planisphère efficace. Donc tout de suite, déjà, cette échelle rend les choses un peu différentes. Mais globalement, j'ai l'impression qu'en fait, le space opéra n'a pas besoin de cartes. Et principalement parce que, en fait, il y a une convention qui fait que les voyages dans l'espace sont pas vraiment des voyages, ce que j'appelle linéaires. En fait, dans les space opéras, les voyages de l'espace se rapprochent plus de la téléportation qu'autre chose. C'est-à-dire que les personnages n'ont jamais vraiment besoin de passer par un point B pour arriver à un point C. Ils vont toujours du point A au point C, quasiment en se téléportant grâce à la vitesse lumière, au space jump ou diverses techniques, quoi. Et donc ça change tout par rapport à des univers d'heroic fantasy médiévaux où la géographie influence totalement la manière dont le monde marche. Dans Star Wars, il n'y a pas de géopolitique au sens géographique du terme. Enfin, je veux dire, dans Star Wars, par exemple, il n'y a pas le mur de Game of Thrones, il n'y a pas un espèce d'endroit physique qui protège une population d'une autre. Où il n'y a pas, par exemple, Minas Tirith, qui est vraiment la ville qui est la plus proche du Mordor, tu vois, qui est la ville qui est en face des méchants. Et il n'y a pas, par exemple, Rosorg, là, la ville qui est supposée tenir le nord dans The Witcher. Dans Star Wars, il n'y a jamais cette notion de territoire, en fait. Dans un space opéra, finalement, on peut s'autoriser à avoir plein de planètes différentes, qui ont toutes des particularités différentes, avec un rôle précis dans l'univers, et l'important, c'est de réussir à les différencier vraiment entre elles. Mais le lien géographique entre ces planètes n'a aucune importance. À la limite, l'éloignement peut avoir une certaine importance, on peut avoir vraiment des planètes qu'on considère être très lointaines du centre de la galaxie, et encore, hein, c'est à peine évoqué, c'est jamais vraiment exploité. Ça fait juste le truc, genre un peu loin, perdu, les gens savent pas où c'est, mais ça va pas au-delà de ça, quoi. Au final, dans un space opéra, chaque planète est une entité propre, et elles sont toutes connectées de manière quasiment similaire les unes aux autres. Il n'y a jamais de progression vers un lieu dans Star Wars. Je veux dire, par exemple, l'Empire, il part pas d'une région pour réussir à progresser vers quelque chose. L'Empire dans Star Wars, il fait pas vraiment une conquête. Il doit pas progresser physiquement dans la galaxie. Jusqu'à se retrouver, par exemple, comme Napoléon en Russie, à se faire défoncer parce qu'il fait froid. Ça arrive pas dans Star Wars, ça. Ce côté, il y a un endroit qui est infranchissable pour l'Empire, il y a une barrière qu'ils n'arrivent pas à franchir, une planète qui leur résiste et qui empêche d'aller au-delà de cette planète. C'est jamais ça. Et par exemple, dans Star Wars, ils s'approchent pas de plus en plus d'un bastion de la résistance. Ils sont pas là à essayer de conquérir du territoire pour atteindre un bastion qu'ils connaissent et ils savent qu'il faut qu'ils progressent jusqu'à là-bas pour réussir à anéantir la résistance, l'Empire. C'est jamais le cas. Par contre, dans Star Wars, l'Empire, oui, ils engrangent du territoire. Ça, oui. Ça, c'est sûr. Qu'ils vont conquérir de plus en plus de planètes. Ça, ils le font, évidemment. Et le but, c'est de conquérir tellement de planètes qu'à un moment, ils se disent, on va tomber sur le bastion de la résistance. Oui, ça, ils le font. Mais c'est une nuance qui est hyper importante, en fait. C'est-à-dire qu'on passe d'un statut géographique, où on doit progresser sur une carte, à un statut quantitatif, où on doit juste obtenir le plus de planètes possible. Alors je dis pas que dans les space opéras, on peut pas s'amuser avec la géographie, c'est possible, mais dans les exemples que j'ai en tête, je pense aux Gardiens de la Galaxie, à Star Wars et à Star Trek que je connais quand même moins bien, j'ai jamais eu cette notion de géographie appliquée au space opéra. Et donc ça change la manière de concevoir la géopolitique et l'importance des cartes. Et donc, pour revenir à The Witcher, la prochaine fois que vous vous sentirez un peu paumé dans un univers de fiction, que vous aurez du mal à comprendre comment le monde en question fonctionne, comment prendre la mesure des déplacements, comment les gens arrivent d'un endroit A à un endroit B, pourquoi ils veulent attaquer cette ville, voilà, quand vous vous posez trop de questions sur comment un univers fonctionne, et essayez de vérifier s'il n'y avait pas une carte qui traînait au début de la série que vous auriez loupé, parce qu'en fait, souvent, c'est la clé de toute la compréhension de l'univers. Et s'il n'y a pas de carte, c'est un peu normal qu'on comprenne pas.